tu as parlé justement de Amobe Mévégué. Moi, la question que je te pose, c'est comment tu analyses sa disparition? Bon, la mort est un phénomène que nous allons tous vivre, mais comment toi, tu as ressenti sa disparition? J'ai eu beaucoup de peine. J'ai été profondément choqué, touché, peiné par le décès de Amobe Mévégué. Déjà, parce que bon, à son âge, c'est vrai, on peut partir à n'importe quel âge, la mort est inéluctable, Oui. mais à moins de 53 ans, et surtout que pour ceux qui l'ont vu il y a quelques semaines, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui partirait aujourd'hui. Lorsqu'on sait dans quelles conditions il est parti, avec une rapidité incroyable pour quelqu'un qui revient du pays pour enterrer sa mère, on peut se poser toutes les questions. C'est justement pourquoi j'ai fait cet article, parce que j'ai essayé d'analyser aussi bien les photos que j'ai observées, mais aussi la vidéo, écouter tout ce qu'il a pu dire. Vous savez, en journalisme, on dit généralement qu'une photo vaut 1000 mots. Vaut 1000 mots. Donc, j'ai essayé de regarder tout cela, tout en faisant des analyses également de ce qu'il m'est arrivé, parfois même dans le passé, d'avoir vu, n'est-ce pas, pour ce qui est de ces problèmes-là. C'est pourquoi dans l'article, par exemple, je parle des choses que j'ai observées dans mon jeune âge. Je n'ai, par exemple, pas oublié cette jeune fille de 16 ans que j'ai vue un jour tomber en transe en pleine église parce que le prêtre avait mis les mains sur sa tête et qui, n'est-ce pas, subitement, on écoutait une voix qui parlait au-dedans d'elle et qui disait c'est moi tel, je ne veux pas sortir de la personne et tout, une jeune fille. Et à la fin, lorsqu'elle s'est levée, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était tombée en transe. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et quand je sais les réalités de chez nous, il est toujours arrivé qu'on écoute, voilà, l'autre est parti dans telle condition, ceci. On va dire, bon, c'est le paludisme, un paludisme violent, mais parfois, les réalités de chez nous sont telles que tout peut arriver et quelqu'un peut partir alors qu'on pense que c'est un paludisme violent, alors que derrière, il y a autre chose, il y a une main invisible qui donne l'apparence d'un paludisme violent parce qu'il faut bien justifier une maladie, il faut bien justifier la mort. Est-ce que selon toi, Amobe aurait dû ne pas parler parce qu'on l'a vu s'adresser aux, on va dire, aux villageois, en fait, aux membres de son village, enfin, aux membres de sa famille. Il s'adressait à des personnes dans son village, à des jeunes, à des anciens. Est-ce qu'il aurait dû ne pas parler? Pourquoi il a parlé, en fait? Je pense qu'il... De quoi il a parlé? Je pense qu'il aurait dû ne pas parler. Il y a des choses qu'on peut savoir et en fonction de l'environnement où on se trouve, connaissant la situation et les réalités de chez nous, on se dit il vaut mieux ne pas dire certaines vérités. Parce que même si les vérités sont bonnes à dire... Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû dire? Parce que c'était quand même quelqu'un qui était habile pour parler. Il savait dire les mots. On peut dire des choses, mais de manière subtile. Alors, parce que lorsqu'on écoute ces déclarations, par exemple, lorsqu'il dit, par exemple, que certains membres de la famille de sa maman ne sont pas venus justement à ce deuil, parce que, voilà, et il a fustigé les réalités, les efforts qu'il a faits, les projets qu'il a voulu réaliser, et comment il a été torpillé, et à la fin, il a remercié les femmes qui font davantage que les hommes dans le coin, et tout, et tout, et tout. Il y a des réalités qui sont telles que, en Afrique, surtout si on a le malheur d'être dans un environnement, on peut trouver des gens qui ne sont pas toujours de bonne moralité et qui sont capables d'utiliser d'autres forces que l'on ne sait pas. Ils sont capables de faire du mal. Parce qu'ils se disent déjà, ce n'est pas mon enfant. Et comme disait quelqu'un une fois, que quand quelqu'un, n'est-ce pas, a d'autres pouvoirs, mais des pouvoirs maléfiques, non seulement il est capable de faire du mal à son propre enfant, à plus fort raison à l'enfant d'un autre. Donc, c'est des réalités de chez nous que quelquefois les gens ne veulent pas reconnaître. Il y a d'autres gens qui disent non, on parle toujours, je pense toujours à l'esprit cartésien, mais l'esprit cartésien a des limites. Je voudrais te poser la question, tu es journaliste, donc il est simplement parti du paludisme. Il y a même des personnes qui ont dit, moi j'ai été informé
tu étais parti à cause du Covid, de la Covid. Entre-temps, j'ai appris que c'était le paludisme. Il est simplement parti de paludisme. Je pense que c'est pas possible. Je ne suis pas totalement sûr que ce soit le paludisme. Ça peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit totalement le paludisme. On ne saura jamais la vérité, mais la vérité aussi, il est possible de savoir la vérité, même si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, peut-être la vérité va finir par être connue des uns, de certaines personnes, parce que c'est facile qu'on dise aujourd'hui tel est mort de Covid, tel est mort de ceci. Lorsqu'on voit les réalités, l'homme qu'on a vu parler sur la vidéo ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui était malade. Lorsqu'il parlait, il dégageait une certaine énergie. Et il séjournait régulièrement en Afrique aussi. Voilà, il séjournait régulièrement en Afrique aussi. Et en plus de ça, généralement, nous savons que lorsqu'on quitte de ces pays pour aller en Afrique, déjà, on va voir un médecin qui vous donne un traitement, que vous commencez peut-être une semaine ou 2 semaines avant. Et lorsque vous êtes sur place, vous continuez à prendre le traitement. À votre retour, vous le prenez encore au moins 2 semaines. On se dit, pour quelqu'un qui savait les réalités de l'Afrique, qui voyageait beaucoup, beaucoup sur le continent africain, on se dit, si il prenait ces précautions-là, ce n'était pas un paludisme aussi violent qui pouvait l'amener comme ça. Donc, tout peut être possible. Mais il y a beaucoup qui pensent toujours à l'esprit cartésien, ceci, cela. Tout ne s'explique pas par du cartésianisme. On ne peut pas tout expliquer par du cartésianisme. Là, ça me fait peur parce que ça me donne envie de dire ce que beaucoup d'Africains disent déjà, c'est que on est très méchants les uns pour les autres, nous en tant que Noirs. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que est-ce que tu penses que quand on est issu de la diaspora et quand on veut rentrer chez soi, dans son pays, pour contribuer justement au développement de son pays, on est en danger? Ah oui, on peut être en danger. Hein. Si on est dans un environnement où les gens ont cet esprit de jalousie, c'est pourquoi dans mon article, je parle de jalousie, d'hypocrisie et tout ça. Si on est dans un environnement où les gens ont cet esprit de jalousie, on a vu des gens qui sont partis en Afrique et qui font même des efforts, mais ça pour se faire oublier, c'est-à-dire qu'ils sont capables de donner aux gens, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la jalousie. Oui. Je me rappelle de cette dame qui me parlait encore ce midi et qui me disait que lorsqu'elle va dans son pays où elle a pu se lancer dans l'agriculture avec des centaines d'hectares et tout, qu'elle fait plus confiance aux étrangers et qu'elle fait venir chaque année dans son champ plus des gens, des Camerounais qui sortent du nord Cameroun alors qu'elle est au sud pour venir travailler. Parce que ses propres frères sont ceux-là même qui torpissent l'avancement de ces projets. Elle s'est dit non, je ne travaille plus avec eux. Je pense à un autre qui m'a parlé à 17h, avec qui on s'est séparés aujourd'hui, et qui m'a donné l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il est parti en 2010 au Congo, où on lui présente quelqu'un supposé être un oncle qu'il n'a jamais vu de sa vie, et qui arrive et qui dit, je viens, il donne ma part. Alors, il sort un petit montant, il lui donne, il parle de 50 000, de monsieur dit, depuis que tu es parti là, c'est tout ce que tu apportes pour me donner. Après, il sort 150 000, il donne à la personne dit, ce n'est pas suffisant, je veux que tu ailles les changer en euros et que ce soit plus important. Et il me disait à 17 h que ce monsieur, je te dis, il a fallu que c'est les autres qui me disent, c'est un oncle, mais je n'ai jamais entendu parler de lui, mes parents sont décédés, ils ne m'ont jamais parlé de ce monsieur. Il était tellement choqué et ce monsieur est allé même jusqu'à lui demander de lui donner la veste qu'il portait. C'est pour vous dire jusqu'où les gens sont envieux. Non seulement quelqu'un, vous ne le connaissez pas, mais en plus, vous faites un effort de lui donner quelque chose. Il trouve toujours que ce n'est pas bien. Il va même jusqu'à vous demander ce que vous portez sur vous. Hein? Il dit qu'il était tellement choqué que finalement, il est sorti de là. Il a dit au monsieur qu'il allait faire changer de l'argent. Il n'est plus jamais revenu. Il est allé prendre un hôtel et il est resté là-bas jusqu'à son départ. Pourtant, il vivait dans la maison qu'il avait construite. C'est pour vous dire l'esprit qui existe. Beaucoup en Afrique ont même perdu la vie ou ont eu des difficultés. D'autres sont allés et sont revenus ici parce qu'ils ont voulu monter des projets qui n'ont pas marché. Parfois, quand ce n'est pas la jalousie, c'est vos propres frères dans votre pays qui vous torpillent pour le projet que vous voulez réaliser. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui, par exemple, veut réaliser des projets depuis plusieurs années au Cameroun, qui n'a pas encore réussi à réaliser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, chacun demande qu'il donne sa part. L'esprit, la corruption. Et le même projet, il a réalisé ce même projet au Sénégal. Au Sénégal, c'est déjà réalisé depuis longtemps. Il a réalisé le même projet en Côte d'Ivoire, c'est déjà réalisé depuis.
Mais dans son propre pays, on le torpille. Et parmi les personnes qui le torpillent, il y a une dame que je connais et que j'ai connue au Canada, dont il a trouvé une bourse pour le neveu qui étudie au Canada et qui est l'une des personnes qui torpille son projet. C'est pour vous dire jusqu'où les gens sont méchants. Et c'est pourquoi beaucoup, parfois, préfèrent aller investir dans un autre pays que leur propre pays, tout simplement pour cette mentalité. Et c'est cette mentalité qui est un frein au développement de l'Afrique. Cette mentalité ne peut pas encourager un pays à avancer. Supposons un instant que c'est justement ce qui a fait partie de notre frère et confrère Abobé Bebeke. Voilà quelqu'un qui était dans un village, tout le monde a vu ce village perdu dans la forêt équatoriale. Peut-être que dans ce village, la seule personnalité qui faisait l'honneur de ce village, c'était Abobé Bebeke. Et du jour au lendemain, il est parti. Ceux qui ont été derrière, si c'est une main invisible, quel est l'avancement qu'ils ont apporté à ce pays? Rien du tout. Rien du tout. Et au même moment, si je prends le cas de monsieur, si je prends le cas de Yannick Noah, dont le papa est décédé en 2017, qui non seulement est allé faire les mêmes cérémonies comme ce que Amobé Bebeke a fait, mais quand on regarde les vidéos pendant ce temps, on voyait qu'il était entouré d'un cordon de personnes de la tradition, comme s'il le protégeait pour qu'il ne lui arrive rien. Et il est encore là aujourd'hui, et il est même le chef de village d'Etoudi, qui est un village au cœur de Yaoundé, situé à 2 pas du palais présidentiel de Yaoundé, qui est situé à Etoudi. C'est pour vous dire. Donc, il y a des gens dans certains villages qui sont conscients que quand ils ont une personnalité comme celle-là, il faut protéger la personne parce que cette personne fait le rayonnement et, n'est-ce pas, et le prestige, n'est-ce pas, de sa localité. Mais il y a d'autres qui se disent tout simplement, c'est pas mon enfant, je n'ai aucun lien avec lui. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est ce qui fait que beaucoup en Afrique, souvent, ne rentrent plus pour ces conditions-là, tout simplement parce qu'ils sont déçus. Moi, j'ai un aîné, ça fait presque 30 ans qu'il vit au Québec, qui est professeur dans l'enseignement supérieur, c'est un mathématicien, informaticien. Ça fait presque 30 ans qu'il n'a jamais mis le pied au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a vécu, dans son jeune âge, étudié à l'université, des choses incroyables qui font que ça l'a marqué profondément jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que ces mentalités existent et font en sorte que certains sont obligés d'aller investir ailleurs et même réaliser des projets de coopération. Quand je prends son cas, des projets de coopération avec d'autres pays dans l'enseignement supérieur, mais pas dans son propre pays. C'est pour vous dire que c'est un problème majeur en Afrique. Si nous, on ne fait pas un effort de changer cette mentalité, le problème ne peut pas arriver dans un pays où les gens n'ont pas besoin de progrès. Hein? Moi, je suis profondément choqué par le décès, n'est-ce pas, de notre frère dans les conditions. Si c'est la main de Dieu, que la main de Dieu, bon, c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est la main des hommes, c'est triste pour un pays, pour une localité, n'est-ce pas, de liquider quelqu'un comme ça qui aurait pu être utile et qui était utile, ne serait-ce que par le nom et l'image qu'il représentait.